Il y a des moments dans la vie où l'âme est mise à l'épreuve en silence. Il ne s'agit pas de réclamer justice, mais d'endurer l'invisible jusqu'à ce que la vérité éclate. L'histoire que vous allez entendre est plus qu'un récit de victoire. C'est une dénonciation voilée de l'hypocrisie qui porte des costumes coûteux et serre des mains avec des gants de velours. Vous qui regardez ceci en ce moment, combien de fois vous êtes-vous senti invisible? Combien de fois avez-vous dû retenir vos larmes? Juste pour conserver un emploi, une certaine apparence, une routine. Suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette histoire changera votre vision du monde et vous inspirera peut-être à vous affirmer de la manière la plus silencieuse et la plus puissante possible. Avant de continuer, une demande importante. Plus de 70% des personnes qui regardent des vidéos sur notre chaîne ne sont pas encore abonnées. Si vous appréciez les histoires vraies et transformatrices comme celle-ci, cliquez sur « Abonnez-vous » dès maintenant. Cela nous permet de continuer à vous proposer du contenu touchant, stimulant et éveillant. Et maintenant, écoutez avec un cœur ouvert l'histoire du gardien invisible. Jean-Baptiste Diallo se réveillait tous les jours à 4h30, même s'il ne commençait à travailler qu'à 6h. Cette habitude prenait racine à Conakry, en Guinée, où sa mère disait que ceux qui se lèvent avant le soleil se lèvent avec moins de peine au cœur. À 47 ans, vivant seul dans un petit studio du 18e arrondissement de Paris, il conservait toujours la même routine quasi liturgique. Un café serré sans sucre, une chemise impeccablement repassée, des chaussures cirées comme des miroirs et la même montre analogique héritée de son grand-père. Une vieille Omega en panne, mais qu'il portait religieusement comme un talisman contre l'oubli. Jean-Baptiste était le genre d'homme qui saluait les yeux avant la bouche et qui parlait peu car il apprenait beaucoup en écoutant. Ce matin-là, le 18 novembre 2022, le ciel était d'un gris plombé, d'épais nuages et un vent de Seine soufflait comme pour rappeler à Paris son éternelle solitude. Il descendit à la station Pont de Neuilly et marcha jusqu'aux 11 rue de Longchamp où se trouvait la résidence Bel Horizon, l'un des immeubles les plus chers du quartier. Les fenêtres étaient larges, les ascenseurs silencieux et les voitures du garage valaient plus que sa vie entière. Travailler là pendant 12 ans était à la fois une source de fierté et un fardeau silencieux. La plupart des résidents le traitaient comme s'il faisait partie intégrante de l'immeuble. Présent, fonctionnel, mais invisible. Lorsqu'il le saluait, c'était d'un bref « bonjour », sans le regarder dans les yeux, comme s'il parlait dans un interphone. Ce vendredi-là, cependant, quelque chose était différent. Jean-Baptiste le sentit dès qu'il ouvrit la porte. Une odeur métallique flottait dans l'air, presque imperceptible, comme à l'approche d'un orage ou lorsqu'un tuyau rouillé éclate sous le béton. À 7h12, Madame Lefebvre, du 5e étage, descendit précipitamment, le visage pâle et les yeux écarquillés. C'était une femme hautaine, aux cheveux blancs impeccablement peignés, et dont la façon de parler donnait l'impression de donner des ordres à une armée invisible. « Monsieur Diallo, les tuyaux de ma cuisine ont éclaté. Il y a de l'eau partout. Appelez quelqu'un, tout de suite. » Jean-Baptiste répondit du même ton calme et pragmatique que d'habitude. Mais lorsqu'il monta à son appartement pour constater les dégâts, il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une simple fuite. Dans le couloir, près de l'ascenseur de service, une tache s'étalait sur le sol. Un liquide sombre et épais qui n'était ni de l'eau ni de l'huile. Et une odeur forte et acide, comme il n'en avait jamais senti là-dedans. Il suivit la traînée d'eau jusqu'au fond de l'aile technique du bâtiment, franchissant une porte dont il se souvenait à peine de l'existence. C'était une petite pièce abritant une vieille chaudière et un local technique qu'il croyait jusqu'alors scellé. Ce qu'il y trouva le figea un instant. Des colis sous vide, aux étiquettes indéchiffrables, des cartons aux scellés brisés et des documents jetés négligemment. Il y avait aussi une valise en cuir au compartiment bien organisé contenant des seringues neuves, des flacons en verre translucide et de petites enveloppes métalliques. Le détail le plus frappant, cependant,
était la présence d'une tablette allumée, posée sur une chaise en plastique, la caméra frontale étant active, filmant en temps réel. Jean-Baptiste, retenant son souffle, recula d'un pas. Et c'est alors qu'il réalisa, cette pièce n'était pas seulement technique. C'était une base opérationnelle, et il venait de franchir la ligne invisible qui sépare ceux qui servent de ceux qui commandent. Jean-Baptiste referma lentement la porte, comme pour cacher une blessure ouverte. Son cœur battait là, chamade, et il savait que le moindre faux pas pouvait lui coûter la vie. Et personne ne regretterait un portier chef de quartier. De retour chez le portier, il essaya de se comporter normalement, mais l'image des colis et de la tablette qui les enregistrait lui rongeait l'esprit comme de l'acide. Tout au long de cette journée, il commença à tout voir sous un autre angle. Les livraisons effectuées en fin d'après-midi, toujours aux mêmes appartements, avec des expéditeurs génériques. Les réunions impromptues dans la salle des fêtes qu'il n'était jamais appelé à nettoyer. Les visiteurs jamais inscrits sur la liste d'arrivée. Chaque détail semblait désormais faire partie d'un puzzle qu'il avait toujours eu sous les yeux, mais que personne n'attendait de lui qu'il reconstitue. Après tout, il n'était que le portier. Ce soir-là, après son service et son retour à son atelier, Jean-Baptiste s'assit à la petite table en bois contre le mur, immobile, pendant près d'1 heure. Il avait l'habitude de noter les événements de la journée dans un vieux carnet, mais ce jour-là, il ne nota rien. Il fixait le vide. Après avoir bu une gorgée de vin bon marché et mâché un morceau de pain rassis sans aucune envie, il prit une décision. Il commencerait à tout noter. Le lendemain, il acheta un nouveau carnet, à la couverture noire et sans ligne, comme quelqu'un qui commence un livre secret. Il nota date, heure, nom, plaque d'immatriculation, visage. Il commença à installer discrètement de petites caméras improvisées avec des pièces recyclées de vieux téléphones portables cachés dans les recoins les moins visibles du bâtiment. Si quelqu'un le voyait, on aurait l'impression qu'il nettoyait, réparait, comme une journée de travail comme les autres. Mais derrière chaque vis serrée se cachait désormais un plan en gestation. Les jours se transformèrent en semaines, et la routine de Jean-Baptiste oscillait désormais entre discrétion et vigilance. Il n'avait jamais été du genre à beaucoup parler, mais maintenant il parlait encore moins. Il observait chaque mouvement comme s'il assistait à un théâtre où tout le monde portait des masques, sauf lui. Un jour, il surprit M. Duval, l'avocat pénaliste du 7e étage, entrant dans le garage à 3 heures du matin, une mallette noire sous le bras, accueilli par un homme en costume gris qui n'était visiblement pas résident. Les appareils photo capturèrent l'instant et Jean-Baptiste colla la photo imprimée dans son carnet notant « Réunion après les heures d'ouverture, entrée non enregistrée, comportement suspect ». Chaque jour qui passait, l'immeuble cessait d'être un lieu de luxe et ressemblait davantage à un repère de drogue déguisé derrière une façade d'élégance parisienne. La différence, c'est qu'ici, les trafiquants portèrent du quartier et fumaient des cigares cubains. Le plus effrayant, cependant, était la façon dont tout se déroulait en plein jour. Comme si la certitude de l'impunité était aussi solide que le marbre blanc de l'entrée principale. Jean-Baptiste, lui, ne dormait plus très bien. Il faisait des cauchemars récurrents où les portes s'ouvraient toutes seules, tandis que des voix murmuraient son nom dans les couloirs vides. Il passait les premières heures du matin à écouter du vieux jazz au casque, essayant de calmer sa paranoïa grandissante. Parfois, il sortait son carnet et relisait tout depuis le début, cherchant des trous, cherchant du sens. Il savait qu'il lui fallait, et plus, des preuves irréfutables, quelque chose qui ne pouvait être écarté comme une théorie du complot émanant d'un employé rancunier. Et c'est au cours d'une de ces nuits blanches qu'il eut l'idée d'installer une micro-caméra dans le conduit de ventilation de la pièce où il avait vu les colis pour la première fois. C'était risqué, mais il était déjà trop impliqué pour faire marche arrière. Le lendemain matin, Jean-Baptiste attendit que l'immeuble retrouve son calme habituel entre 10 et 11h30, heure à laquelle les résidents étaient généralement en réunion, chez le coiffeur ou dans des cafés chics aux noms imprononçables.
Il enfila son uniforme avec la même précision que d'habitude. Mais en dessous, il portait un sac banane contenant son matériel improvisé, une micro-caméra dissimulée dans un vieux détecteur de fumée qu'il avait minutieusement adapté au cours de la nuit. Il entra dans le local technique avec une excuse toute prête à quiconque le demandait. Contrôle préventif au capteur de la chaudière. Personne ne le questionna. Personne ne questionna jamais le portier. Il profita de l'immobilité momentanée, grimpa à la petite échelle et les doigts fermes et la sueur froide qui lui coulait dans le dos, fixa la caméra à l'intérieur de la gaine, face à la table où il avait vu la tablette. À cet instant, il réalisa à quel point il était proche du gouffre. Le tournage commença le soir même. Jean-Baptiste se mit à visionner les vidéos chaque matin, les yeux rivés sur l'écran d'un ordinateur portable emprunté à un cousin de Montreuil. Les premiers jours, ce n'était que silence et ombre. Mais le 4e jour, à 2h47, les images captèrent quelque chose que même lui avait du mal à croire. Monsieur Dupont, l'un des résidents les plus respectés de l'immeuble, un ancien cadre de LVMH connu pour ses dons colossaux aux orphelinats, était là, partageant des colis avec 3 autres hommes, dont l'un portait un masque en tissu orné d'une tête de mort. Ils comptaient des liasses de billets, discutaient à voix basse, et une phrase prononcée clairement fit s'arrêter le cœur de Jean-Baptiste l'espace d'une seconde. « Les Colombiens veulent l'argent avant la fin du mois, sinon ils nous coupent les vivres. » C'était ça, la preuve dont il avait besoin. Et avec elle, sa peur commença à prendre forme. Jean-Baptiste savait que cela ne pouvait être conservé dans un carnet ou sur une clé USB cachée dans un bol de riz. Il devait agir, mais un faux pas pouvait faire disparaître tout cela sans laisser de traces. Et il savait ce que cela signifiait. Les gens comme lui ne faisaient pas la une des journaux lorsqu'il mourait. Il envisagea de prévenir la police locale, mais il craignait que le filet ne soit si large qu'il inclût même des personnes internes au système. Il fit donc ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il chercha de l'aide en dehors de sa bulle. Il appela une vieille connaissance, Mamadou, technicien informatique à la mairie de Saint-Denis. Il lui expliqua le strict minimum et lui donna rendez-vous dans un modeste café près de la gare du Nord. C'était la première fois qu'il énonçait à voix haute tout ce qu'il avait collecté depuis des mois. Lorsqu'il eut terminé, Mamadou resta silencieux un instant, puis dit simplement « Ça pourrait faire tomber des gens importants, mon frère. Et ça pourrait te faire tomber aussi. Calme-toi. » Avec l'aide de Mamadou, Jean-Baptiste organisa les données dans des dossiers chiffrés, enregistra sur plusieurs appareils et commença à rédiger un dossier complet. Il y incluait des dates, des captures d'écran de conversations interceptées sur les réseaux de l'immeuble, des photos des personnes impliquées, des vidéos et un rapport détaillé reprenant tous les itinéraires de livraison et les mouvements suspects. Jean-Baptiste n'était pas seulement méticuleux, il était obsessionnel. Il ne voulait laisser aucune place au doute. Ce faisant, il prit encore plus conscience de l'ampleur, de la corruption qui s'était installée. Noms de politiciens, numéros de comptes bancaires dans des paradis fiscaux, faux contrats de service. C'était un monde souterrain, caché sous la façade polie du bel horizon. Et tandis que tout le monde souriait au brunch et recevait des prix pour sa philanthropie, il était là, le portier invisible, raccommodant les ruines d'un empire de silence et de connivence. Le matin où il décida de tout remettre, le ciel parisien s'illumina d'une étrange lumière dorée, de celle qui semble préfigurer un incendie au ralenti. Jean-Baptiste enfila sa plus belle chemise blanche, amidonnée jusqu'au dernier bouton, et des chaussures neuves. Non par vanité, mais parce qu'il savait que ce jour-là, pour la première fois, il ne serait plus invisible. La clé USB dans la poche intérieure de son manteau, il prit le métro jusqu'au 36, quai des Orfèvres, siège de la police judiciaire française. Ses mains étaient moites en chemin, mais son regard était fixe, déterminé. Chaque saison qui passait lui semblait un compte à rebours vers une expérience qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. À son arrivée, il se présenta avec le calme de quelqu'un qui a trop longtemps gardé un secret. Il dit simplement
J'ai des preuves d'un réseau de trafic et de blanchiment d'argent à la résidence Bel Horizon à Neuilly-sur-Seine. Le policier à l'accueil haussa les sourcils, mais le conduisit dans une pièce discrète. Et c'est là, le souffle coupé, que Jean-Baptiste ouvrit le dossier. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. Les chercheurs arrivèrent, ouvrirent des dossiers, visionnèrent des vidéos et prirent des notes frénétiques. Au début, ils tentèrent de le traiter avec la condescendance qu'ils connaissaient bien, jusqu'à ce qu'ils commencent à comprendre ce qu'ils avaient entre les mains. Leurs expressions changèrent. Du dédain à la surprise, de la surprise au sérieux. Sa présence dans cette pièce, auparavant inconfortable, devint indispensable. Ils lui demandèrent de ne pas quitter Paris, de n'en parler à personne et de se tenir disponible pour d'éventuelles déclarations. Jean-Baptiste quitta les lieux avec un mélange de soulagement et d'effroi, comme quelqu'un qui aurait lancé une bombe dans le monde et espérait qu'elle exploserait au bon moment. Les jours suivants, la routine de l'immeuble reprit son cours normal. Les résidents le traitèrent de la même manière, ignorant encore qu'ils étaient à quelques pages de faire la une des journaux. Mais Jean-Baptiste agissait désormais différemment, comme quelqu'un qui sait qu'il porte la vérité dans sa poche. L'explosion eut lieu le matin du 7 décembre. Jean-Baptiste était à la réception, pliant le journal comme chaque jour, lorsque les premières voitures de police arrivèrent, noires, discrètes, mais suffisamment nombreuses pour attirer l'attention des plus distraits. En quelques minutes, les couloirs du Bel Horizon se transformèrent en une scène de chaos chorégraphié. Les mandats de perquisition furent exécutés avec une précision chirurgicale. Monsieur Dupont, Madame Lefebvre, Monsieur Duval, tous furent emmenés menottés, l'air indigné et honteux. Certains tentèrent de protester, d'autres crièrent sur les policiers, mais personne n'échappa aux caméras qui encerclaient déjà l'entrée du bâtiment. La presse était là. Des reporters braquaient des micros, des caméramens tentaient de capturer les visages abattus des anciens intouchables. Et là, debout, dans le même uniforme, bleu marine impeccable, Jean-Baptiste, silencieux, observant, comme toujours. Mais cette fois, tout le monde le savait. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, les noms des habitants de Bel Horizon figuraient à la une de tous les journaux, sites web et chaînes de télévision. Un réseau de trafic et de blanchiment d'argent démasqué dans un immeuble de luxe par un portier héroïque, titrait Le Monde. Jean-Baptiste refusa d'abord les interviews. Il ne voulait ni célébrité ni projecteur, mais c'était inévitable. Le téléphone du portier sonnait sans arrêt. On voulait savoir qui il était, comment il avait eu ce culot, pourquoi il ne se taisait pas. La direction de l'immeuble tenta d'étouffer l'affaire, insinuant qu'il avait pénétré dans des zones interdites. Mais la police vint confirmer, sans lui, l'enquête n'aurait pas eu lieu. Le parquet le convoqua pour une déposition officielle et finalement qualifia son acte de acte exemplaire de courage civique. Pour la première fois, Jean-Baptiste sentit qu'on ne le voyait pas seulement, on l'entendait. L'immeuble ne fut plus jamais le même. Certains résidents quittèrent précipitamment l'immeuble, cherchant à se distancier du scandale. D'autres, plus discrets, commencèrent à saluer Jean-Baptiste avec une déférence presque gênée. Fini ces « bonjours » lancés au vent, sans regard. Désormais, ils arrivaient avec des sourires crispés, des poignées de main trop longues, des tentatives de se racheter d'un passé d'invisibilité imposé. Mais lui voyait tout clairement. Ce n'étaient pas des salutations, c'étaient des excuses déguisées. Il les accepta sans ressentiment, mais avec la froideur de quelqu'un qui a appris à ne pas attendre justice du regard des autres. Le nouveau gestionnaire de l'immeuble, nommé à la hâte après le licenciement de l'ancien, impliqué dans l'affaire, tenta de lui proposer un poste de directeur général de l'exploitation. Jean-Baptiste refusa. Il préféra rester concierge. Non par fierté ou par obstination, mais parce que là, dans ce petit espace vitré, il avait trouvé la liberté de voir le monde tel qu'il est, sans filtre. Ce soir-là, seul dans son bureau, il ouvrit le même carnet noir où il avait tout noté. À la dernière page, il n'écrivit qu'une seule phrase. « Ils ne m'ont jamais vu.
Mais j'étais toujours là. Il referma calmement le carnet, le posa près de l'horloge cassée de son grand-père et regarda par la fenêtre. La ville était toujours vivante, indifférente, bruyante, comme toujours. Mais quelque chose en lui était en paix. Il n'y avait aucune rédemption pour les préjugés structurels qu'il avait subis, ni pour les années de silence qu'il avait été contraint d'avaler. Mais il y avait la victoire. Une victoire sans médaille, sans discours passionné. Une victoire bâtie sur le silence, la vigilance et la résistance. Jean-Baptiste Diallo, l'homme que personne ne voyait, était devenu le reflet le plus clair de la justice que tous prétendaient vouloir, mais que peu osaient affronter. Quelques jours après le scandale, une lettre arriva à l'immeuble, adressée spécifiquement à Jean-Baptiste. Elle était manuscrite, d'une écriture ferme et désuète. L'expéditeur était le maire du 16e arrondissement en personne, qui avait entendu parler de lui et l'avait invité à une cérémonie en son honneur à l'hôtel de ville. Il songea d'abord à refuser. Il n'était pas un homme de la scène. Mais Mamadou insista. Il disait qu'il y avait des jeunes noirs à Paris qui avaient besoin de voir cela. Ils avaient besoin de savoir qu'il était possible de résister sans crier, qu'il était possible de gagner sans avoir à marcher sur qui que ce soit. Lors de la cérémonie, il reçut une médaille et fut qualifié de sentinelle de la morale urbaine. Beaucoup applaudirent. D'autres se contentèrent d'enregistrer la scène, leur téléphone portable à la main. Lorsque Jean-Baptiste monta sur scène, il prit une grande inspiration, rajusta le col de sa chemise et dit simplement « Parfois, la plus grande force que l'on puisse avoir, c'est de continuer à regarder quand personne ne croit qu'on est là. » Le public se tut. Puis vinrent les applaudissements les plus longs qu'il ait jamais entendus de sa vie. Dans les jours qui suivirent, il commença à recevoir des lettres, des messages de soutien et de petits cadeaux anonymes déposés à la réception. Un jeune étudiant sénégalais laissa un mot écrit en français « Tu es ce que nous voulons être quand nous serons grands ». Jean-Baptiste le lut, les larmes aux yeux, mais le visage ferme. Il ne se laissait pas abattre, plus maintenant. Il commença à être invité à prendre la parole dans des écoles, des universités et même lors de débats sur le racisme structurel et la citoyenneté invisible. Partout, il racontait son histoire avec le même ton calme, sans exagération. Il parlait de douleur, certes, mais il évoquait aussi la force qui naît quand on comprend que personne ne peut nous priver de notre dignité, même s'il tente d'effacer notre existence. Il n'avait jamais pensé être le symbole de quoi que ce soit. Mais maintenant, la vie lui montrant de nouvelles voies, il commença à comprendre que c'était peut-être là son rôle depuis toujours, exister courageusement au milieu de l'oubli. Malgré la reconnaissance, Jean-Baptiste ne se laissait jamais éblouir. Il continuait de prendre le métro à la même station, saluant les mêmes visages anonymes, portant sa boîte à lunch, enveloppée dans un tissu bleu délavé. Quand quelqu'un l'abordait dans la rue, il souriait timidement et disait « Je ne suis qu'un portier trop attentif ». Mais il y avait bel et bien quelque chose de différent dans sa façon de poser les pieds sur le sol. C'était comme si chaque pas résonnait désormais. Il le ressentait dans les petites choses. Le facteur commençait à l'appeler par son nom, la marchande lui offrait des fruits mûrs en fin de journée, et même le vieux chauffeur de taxi du coin, jusque-là indifférent, klaxonnait maintenant en signe de respect. Le monde qui l'entourait était toujours injuste, certes, mais maintenant, il savait qu'il y avait sa place. Une place construite dans le silence, certes, mais aussi dans le courage et la vérité. Un après-midi, il reçut la visite d'une jeune journaliste qui voulait écrire un livre sur l'affaire. Ils étaient assis dans le hall, lui sur un tabouret en cuir usé et craquelé, elle avec un magnétophone et les yeux brillants de curiosité. Elle demanda « Pourquoi n'es-tu pas parti après tout ça? Pourquoi es-tu encore là, dans ce bâtiment ?» Jean-Baptiste réfléchit quelques secondes et répondit « Parce que maintenant, il me voit. Et quand on commence à être vu, on commence aussi à mieux voir. Ici, chaque porte qui s'ouvre porte en elle le souvenir de ce qu'elle était. Et j'ai besoin d'être là pour m'assurer que rien ne redevienne comme avant. » Elle resta silencieuse, comme si elle avait reçu une réponse inattendue. Et alors,
Elle comprit que cet homme n'était pas seulement le gardien de l'immeuble. Il était le gardien de la vérité, de la mémoire, de la justice tacite qui se construit au quotidien. Quelques nouveaux résidents arrivèrent à Bel Horizon au cours des mois suivants. De jeunes familles, des couples discrets, une Libanaise qui confectionnait des confiseries aux épices qui laissaient dans le hall un parfum d'enfance. Tous recevaient le même traitement de la part de Jean-Baptiste. Poli, cordial, haine professionnelle, mais il y avait quelque chose dans son regard qui imposait le respect, non par arrogance, mais par sa présence. Il n'avait plus besoin de s'affirmer, il avait déjà accompli l'impossible, transformer le silence en cri. Un jour, une enfant, la fille d'un des nouveaux résidents, demanda à sa mère en le désignant du doigt « Maman, c'est qui cet homme ?» Et la mère répondit sans hésiter « C'est le héros de l'immeuble, mon chéri. » Jean-Baptiste écouta, fit semblant de ne pas entendre, mais à cet instant, quelque chose en lui sourit. Un sourire qui n'avait pas besoin d'être affiché sur son visage. Il suffisait à palpiter dans sa poitrine. Le vendredi soir, il adoptait un nouveau rituel. Il s'asseyait sur la petite terrasse de l'immeuble où personne n'allait habituellement et regardait les lumières de la ville s'allumer une à une. Il avait toujours sur lui une bouteille d'eau citronnée, son carnet noir déjà rempli de notes, et parfois il entendait des voix du passé murmuré entre les immeubles, des voix de mépris, des ordres secs, des regards qui le transperçaient. Mais maintenant, ces voix venaient de loin, comme si elles avaient perdu leur force. À leur place, une nouvelle mélodie, le son de ses propres pas, respectés. Il comprenait que le combat contre les préjugés était un combat quotidien, qu'il ne s'arrêtait pas à une dénonciation ou à un gros titre. Mais désormais, il n'était plus seul. Des échos de ce qu'il avait accompli résonnaient dans tout Paris. Et même si personne ne s'en souvenait, lui, s'en souviendrait, car chaque seconde de ce voyage avait été vécue avec le sang-froid de ceux qui n'abandonnent jamais. Par un après-midi pluvieux d'avril, Jean-Baptiste fut invité à intervenir lors d'une conférence sur la justice sociale et l'invisibilité urbaine à la Sorbonne. L'invitation semblait surréaliste pour quelqu'un qui, des années auparavant, était à peine entendu dans l'ascenseur par ceux qui le voyaient tous les jours. Il monta sur scène avec son calme, sans papier, sans discours préparé. Il commença par raconter une histoire simple. Le jour où il avait nettoyé une flaque de vin renversée par un habitant qui n'avait même pas pris la peine de s'excuser. Et comment, ce même jour, il avait trouvé le premier indice de quelque chose de bien plus vaste. La vie vous envoie des signes tout le temps, mais lorsqu'on vous traite d'invisible, on apprend à écouter avec les yeux et à voir avec le silence, dit-il. L'auditorium bondé se tut. Ces mots, prononcés si calmement, avaient le poids d'un tonnerre contenu. C'était comme s'il enseignait non seulement par ses paroles, mais aussi par sa personne. À la fin, une jeune femme s'approcha, émue, et lui dit que sa mère était concierge à Lyon et qu'elle écoutait ses histoires avec la même lumière qu'elle voyait maintenant en Jean-Baptiste. Il lui prit la main quelques secondes et répondit « Dis-lui que sa force est plus grande qu'elle ne l'imagine. Le monde ne fonctionne que parce que des gens comme nous tiennent le sol, tandis que d'autres regardent vers le plafond. » Telle était son essence, une dignité qui n'avait pas besoin d'être prouvée. Elle se manifestait simplement. De retour à l'immeuble ce soir-là, il regarda son reflet dans le miroir du hall. Pour la première fois depuis des années, il ne vit pas seulement l'uniforme. Il vit un homme entier, complet. Un homme qui transformait les humiliations en preuves, qui transformait la douleur de l'effacement en la puissance d'une histoire que personne ne pourrait jamais effacer. Au printemps suivant, l'immeuble Bel Horizon reçut une discrète plaque à l'entrée, en marbre blanc aux lettres dorées. On pouvait y lire « En l'honneur de Jean-Baptiste Diallo, pour son courage, sa vigilance et son infatigable dignité ». La décision fut unanime parmi les nouveaux résidents et approuvée par une initiative populaire du quartier. Jean-Baptiste, en voyant la plaque pour la première fois, ne dit rien.
Il passa simplement la main sur le marbre, comme pour sentir le poids de ce que tant de gens avaient tenté de nier pendant des années, son existence. Il n'avait jamais recherché la gloire, jamais demandé la reconnaissance. Mais là, sur cette pierre, il y avait plus qu'un nom. Il y avait l'histoire d'un homme qui n'osait pas baisser la tête, qui prouvait que même dans le silence le plus profond peut résider une force capable de bouleverser un système. Et c'est pourquoi cette histoire doit être racontée, partagée, commémorée, car aujourd'hui encore, des milliers de Jean-Baptiste, dans les entrées, les cuisines, les chantiers, les bus, portent le poids du monde sur leurs épaules, ignorés par ceux qui se croient plus grands. Mais cette histoire montre que tout peut changer. Il suffit d'un regard attentif, d'un geste de courage, d'un pas en avant, même si personne ne vous croit. Jean-Baptiste a transformé sa douleur en justice, son invisibilité en symbole, sa solitude en force, en collective. Et s'il a pu le faire, c'est peut-être votre tour maintenant. Peut-être que votre silence est aussi sur le point de faire du bruit. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.